Bonjour, donc nous sommes à Louvain-la-Neuve en balade avec Myriam Leroy. On est sur la place de l'université. Donc Myriam Leroy, tu es romancière, journaliste, chroniqueuse, réalisatrice et tu as fait tes études de journalisme ici à l'UCL. Oui, donc c'est une ville que je connais bien, j'y ai même habité, mais ça faisait très longtemps que j'avais plus mis les pieds. Pas vraiment, en fait après mes études j'ai habité avec des amis dans une grande maison et on faisait la fête ici à Louvain-la-Neuve. Ouais. Ah ouais, ok. Du côté du Bloquerie. Et donc tu as quand même eu envie de rester un peu à Louvain-la-Neuve. Moi j'aimais bien Louvain-la-Neuve. Ah bah oui. Il était très commun de dire, pour faire le malin, qu'on détestait Louvain-la-Neuve quand on était aux études, mais moi je trouvais ça plutôt cool en fait. Mais ça fait vraiment longtemps que je suis plus venue. J'ai enseigné pendant 9 ans, après j'ai donné des cours de journalisme à l'école de journalisme de Louvain. Et puis depuis, j'ai plus vraiment l'occasion, j'ai plus l'obligation ici, donc je suis contente d'être là. Mais tu as encore des liens avec l'UCL. Moi j'ai vu que tu avais présenté Liv Stromquist qui a eu qui a reçu le titre de docteur honoris causa. Ouais, tout à fait. Et puis j'ai réalisé un documentaire sur la misogynie en ligne qui a été en partie financé par l'UCL d'ailleurs et qu'on est venu présenter ici. Donc tu es romancière, tu as écrit 2 romans je crois, enfin tu as sorti plusieurs bouquins mais je crois que tu as écrit 2 romans, Ariane et Les yeux rouges, qui sont, Ariane c'est une histoire d'une amitié toxique d'adolescente qui se base d'ailleurs sur une histoire que tu avais vécue toi-même. Les yeux rouges aussi, c'est un roman, mais enfin tu parles quand même de quelque chose que tu as vécu. Tu as écrit une pièce aussi qui s'appelle ADN. Ouais, qui a été jouée 2 fois et puis on a été confinés et on n'a jamais pu la reprogrammer. Au Théâtre de la Toison d'Or. Ouais. Mais là aussi, ça partait d'une expérience personnelle. Ouais. Donc en fait, toi, c'est ça, c'est ton truc, c'est que tu utilises ce qui se passe dans ta vie personnelle, intime, et puis tu en fais... Tu en fais quelque chose de politique enfin, Ouais, jusqu'ici c'est ce que je faisais et je pensais que j'étais condamnée à faire ça, enfin, que ça allait être mon style en fait. Ouais. Et là je suis en train d'écrire un livre, rien à voir, c'est un roman historique. Donc oui. Ça va, je suis pas bloquée ad vitam dans l'autofiction, mais je peux aussi en faire. C'est de l'autofiction mais que tu romances quand même, c'est un style assez contemporain, enfin, il y a pas mal d'auteurs. Pour moi l'autofiction c'est partir de soi et puis faire de la fiction à partir de là, donc tordre les situations. C'est du travail de fiction. Les yeux rouges, mon 2e roman qui a donné lieu à la pièce dont on va parler, c'est évidemment très mise en scène. Parce qu'une situation de harcèlement, c'est abominablement redondant. Ce serait impossible de faire un livre intéressant, une pièce intéressante avec la redondance d'une vie de harcèlement. Donc il y a des techniques d'écriture, de mise en scène, de dramaturgie en fait, pour écrire un bouquin comme ça. Donc de facto, de toute façon, ça devient de la fiction. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie justement par rapport aux yeux rouges, par rapport à l'expérience que tu as vécue de cyberharcèlement, on va dire, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de politiser ça, de le mettre sur du papier, Alors je pense qu'au départ, j'avais envie d'écrire là-dessus parce que je trouvais que c'était un bon matériau romanesque. Ah ouais. Et qu'il y avait un bon méchant en fait, une bonne situation, un bon piège qui se refermait sur un personnage. Je l'ai vu vraiment comme un chef de chantier quoi, qui voyait qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Ah ouais. Au départ c'était ça. Le documentaire que j'ai réalisé sur la question, là, il est vraiment 100% politique. Quoi. Il n'est pas question... Tu l'as fait avec Florence Hainaut d'ailleurs, je pense. C'est moins un geste artistique qu'un geste politique, ce documentaire. Le livre, c'est un peu des deux. Quoi. Je pense que j'aurais pas le moteur, de fuel pour l'écrire si c'était pas politique. Mais au départ, c'était vraiment par envie d'écrire un bouquin. Donc dans le livre Les yeux rouges, ça alterne entre... on va dire la protagoniste principale qui encaisse les attaques de ce Denis, mais aussi avec des scènes où tout d'un coup cette protagoniste a les yeux, enfin a des espèces de rougeurs au niveau des yeux et puis commence à être presque défigurée et arpente les médecins. Donc on a tout le panel de l'allopathie jusqu'aux espèces de rebouteux gourous, enfin que sais-je. Les passages assez burlesques de rendez-vous chez le médecin, chez le rebouteux, chez le sorcier, je les ai tous vécus. J'ai même été pire que ça, j'ai vraiment fréquenté tout ce qui se faisait de magicien à Bruxelles pour essayer. Mais tu l'as eu au niveau des yeux? Ouais.
Ouais. Et je m'étais toujours dit qu'il faudrait que j'écrive un jour un truc là-dessus, que ça s'appellerait Les yeux rouges. Mais je voyais ça plutôt comme une comédie à la Nanni Moretti, Journal d'un médecin, parce qu'il y avait quelque chose de tellement grotesque là-dedans, de tout essayer et de tomber face à des médecins qui te disent à chaque fois c'est idiopathique. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais c'est un mot savant. Donc toi tu rentres chez toi, tu es un peu pénétré, ah ouais, ils ont déclaré que j'étais idiopathique. Et puis en fait je me suis rendu compte que les médecins pouvaient objectiver comme des harceleurs pouvaient objectiver en fait. Et que la manière dont tu es parlé, dont tu n'es plus un sujet parlant mais un sujet parlé, c'est exactement la même chose quand tu es un peu un cas médical et quand tu es un cas médiatique en fait. Et que tu es disséqué dans les deux cas par le corps médical ou par les gens hostiles ou ceux qui observent cette hostilité. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose à tresser là-dedans. Ça te déshumanise aussi. Totalement. Ces scènes... elles étaient là pour mettre aussi un peu de burlesque, un peu de ridicule, un peu d'humour, un peu de respiration dans les situations de harcèlement. Je crois que dans la pièce, c'est assez fort ça, parce que les gens rient beaucoup, beaucoup plus qu'à mon avis dans le bouquin, de voir incarner en fait l'errance médicale de la narratrice. Et pourquoi ça s'appelle Les yeux rouges et pourquoi j'ai aussi voulu mettre ça en avant, c'est parce qu'on dit toujours le cyberharcèlement ou le harcèlement virtuel, qui est toujours une manière pour moi de minorer les choses et de laisser sous-entendre que ça ne serait pas réel et que ça n'aurait pas d'effet dans la vraie vie. Or, c'est la vraie vie. Ce qui se passe, ce qui est communiqué sur Internet, c'est des choses de la vraie vie, c'est des agressions de la vraie vie. Et le harcèlement, il ne se fait pas sur Internet, il se fait via Internet. Et il se fait sur toi, en fait. Il se fait sur ton corps, il se fait sur tes émotions, il se fait sur ta santé mentale et ta santé physique tout court. Donc la manière de montrer comment on somatise les choses quand on est dans l'œil du cyclone, ça me semblait intéressant aussi pour politiser la question et montrer ce qu'il en est réellement. Et la plupart, donc j'ai réalisé un docu sur la question. J'ai rencontré des femmes du monde entier, d'âges, de profils différents, de métiers différents, qui ont vécu des choses avec des intensités différentes, mais elles sont toutes somatisées de la même manière et toutes leurs angoisses se localisent de la même manière dans le corps et le corps réagit vraiment chez tout le monde. Tu fais souvent référence à Renaud Mas, qui est quelqu'un qui a beaucoup traité cette question-là. Et donc Renaud Mas, c'est un professeur de l'ULB, un professeur de sciences sociales, qui est aussi le rédacteur en chef de la Revue Nouvelle. Ouais. Et il disait ce qui se passe en ligne, c'est la transposition des rapports qui structurent nos sociétés. Ouais. Et j'aime bien cette phrase dans le contexte de ton bouquin, parce que c'est vrai que peut-être l'erreur première qu'on pourra avoir à la lecture du livre serait de se dire ça parle de cyberharcèlement. Mais tu viens de le dire, mais en fait le cyberharcèlement, le côté cyber, limite on s'en fout un peu. Il est totalement accessoire. Par exemple dans la pièce, il n'y en a pas de technologie. Il y a un téléphone à un moment donné, il y a la comédienne qui répond. En fait, on la voit juste répondre et puis elle range son téléphone. Et puis plus jamais, il n'y a plus d'écran, il n'y a pas de bip bip. Tout le langage numérique, on l'a volontairement évacué pour montrer que c'est la vraie vie, qu'on s'en fiche en fait de la technologie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi des animations dans les écoles ou qui prennent la parole médiatiquement sur ce type de sujet, en partant du principe que le problème c'est la machine. Or, le problème, c'est les hommes derrière, c'est les humains. Quoi. Oui, la question, en fait, c'est la question de la misogynie en tant que telle. Ouais. Et de la misogynie presque structurelle, historique et presque partagée. Parce que moi, je trouve le moment le plus terrible dans ton bouquin, c'est les amis. Ouais. C'est au moment où les amis font un peu... Et c'est d'autant plus terrible que moi, à la lecture, je me suis dit, il y a des conneries qu'ils disent et qui se révèlent dans le contexte de ton bouquin. Mais franchement, il y en a que j'aurais pu dire. Ben moi, je les ai dites. Hein. Je n'ai pas le sentiment d'être misogyne, mais enfin, quand même, j'aurais pu très bien dire, genre, mais c'est bon, éteins ton ordi, t'occupe pas de ce mec, tu lui donnes trop d'importance. Ouais. C'est des choses que j'aurais pu dire. Mais au fond, c'est révélateur. Et moi, je trouve que c'est ça qui est presque le plus flippant dans ton bouquin. C'est à quel point la misogynie est encore présente et est encore partagée. Et surtout est encore extrêmement toléré. Le petit bruit de fond misogyne, il est là tout le temps depuis qu'on est né. Donc déjà, rien que identifier une situation de misogynie, c'est déjà hyper compliqué. Ouais. Alors quand on commence à se dresser contre cette situation, on passe pour folle, pour chiante, pour quelqu'un qui encombre injustement les tribunaux. Enfin voilà, c'est le parcours du combattant. Internet est presque intéressant sociologiquement pour ça, parce que l'anonymat, en fait, permet de découvrir, c'est ce que dit un peu Renaud Mas, permet presque de découvrir, au fond, ce qu'il y a au fond de la pensée de beaucoup, et surtout la façon dont chacun le tolère très bien. C'est que des pays comme les pays scandinaves qui sont souvent érigés en modèle d'égalité, où l'égalité entre les hommes et les femmes serait advenue,
on remarque qu'il y a une prévalence assez effarante de haine en ligne. Alors que c'est une société, enfin, c'est comme si on avait mis un couvercle sur ce qui pouvait se dire et ne pas se dire en fait en société, comme si la misogynie dans la vie physique avait été tellement réprimée qu'elle a besoin de s'exprimer par des canaux souterrains. Il y a quelque chose d'assez effrayant en fait. Oui, et d'ailleurs dans le documentaire que vous avez fait, vous citez pas mal de chiffres, hein, le documentaire est rythmé par des chiffres. Donc, disant que 73% des femmes ont été attaquées sur le net, c'est ça? Enfin, en fait, c'est 73% des femmes qui ont subi de la violence en ligne. Donc, c'est pas forcément qu'elles ont été toutes harcelées, mais que d'une manière ou d'une autre, elles ont estimé avoir subi cette violence. Et parfois la subir en étant spectatrice assez rapprochée d'une situation de violence misogyne, quoi. Tu as attaqué un de tes harceleurs, sans doute, j'ai envie de dire le principal. Oui, c'était le clou de ma collection. Voilà, le meilleur. En justice, et donc on en a pas mal parlé dans les médias, puisque cette personne a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis, 3 000 € d'amende. Et un stage à faire sur l'égalité entre les hommes et les femmes. D'accord. C'est intéressant parce que ça montre que la justice souligne le caractère sexiste du problème. Mais j'allais le dire, parce que c'est le droit au respect et à la dignité et à la réputation qui a motivé le... Tu as lu le jugement? Bah oui, j'ai lu le jugement pour préparer l'interview. Non, mais pas tout, mais je me suis renseigné un petit peu. Il y a 10 personnes qui ont lu le jugement. mais c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas la notion d'attaque à une femme, précisément. Comme il peut y avoir les attaques racistes qui existent. Non, parce que ça, dans la loi belge, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Ouais, on ne peut pas retenir. Et ça, c'est quelque chose pour lequel tu milites, toi? Totalement. Ah oui, non, mais à fond. Il suffirait de fait. changer un article de la Constitution, c'est l'article 150. Forcément, quand le constituant a constitué, on était en 1830. Il ne s'imaginait pas qu'en 2022, Toto 69 allait être traité de grosse pute toute la journée. Donc, ce n'est pas inclus dans la loi et des dispositions à ce sujet. Mais il suffirait de changer l'article 150 et de rapatrier, si tu veux, le sexisme et l'homophobie et d'autres critères de discrimination aux côtés du racisme et de l'antisémitisme qui, aujourd'hui, grâce à la loi Moreau, peuvent être correctionnalisés. Absolument. Et donc, voilà. Mais apparemment, on n'aurait pas la majorité au Parlement parce que des partis d'extrême droite, notamment, ne veulent pas qu'on fasse cette modification parce qu'ils l'estiment attentatoire à la liberté d'expression. Or, c'est une vision de la liberté d'expression qui valorise encore la liberté d'expression du plus fort, de celui qui l'a toujours eu, de celui qui a toujours eu le monopole de l'expression. Oui, c'est ça. Pour toi, cette victoire qui est quand même assez rare, hein, quand je regardais ça... Ah oui, c'est une première. Enfin, en tout cas, c'est une première carrément. Non, il y a 2 ans, je pense, une dame qui a fait condamner son harceleur du côté de Liège, mais la décision a été cassée. Ah bon? Et moi, ça pourrait m'arriver, puisque le condamné, je ne sais pas comment on doit changer l'appellation. Le condamné, mais fait appel de sa condamnation. En première instance, c'est une victoire, et c'est une victoire extrêmement symbolique. Pour toi, cette victoire? C'est difficile à dire parce que j'aurais pas pu, je pense, encaisser un échec en justice. Ça aurait été tellement injuste, tellement révoltant. Mais pourtant, c'est ce que vivent la plupart des femmes qui portent plainte, comme toi. Je sais, mais déjà, il n'y a pas énormément de femmes qui déposent plainte pour harcèlement. C'est ça, parce que c'est lourd. Et surtout parce que la loi n'est pas adaptée, parce que c'est systématiquement classé sans suite, ou ça tombe dans une sorte de faille spatio-temporelle du système. Donc on n'est pas nombreuses, et on n'est pas nombreuses à avoir la chance que ça aille jusqu'au bout aussi. Et d'avoir, moi, je le dis à chaque fois, mais c'est parce que mon union professionnelle, l'association des juristes professionnels, a payé mes frais de justice, sinon ça aurait été impossible, c'est beaucoup trop cher. Je crois que ça coûte bien 8 000 € une procédure comme ça. Oui, mais ce qui est quand même assez chouette dans cette victoire, surtout quand on a lu le bouquin, c'est que ce qui est le plus terrible dans le bouquin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la solitude dans laquelle elle se retrouve. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne avec elle, ni la société, ni même ses amis. Donc là, quelque part, une victoire comme ça, c'est quand même, en termes de société, c'est la société qui dit, non, on ne peut pas faire ça. Exactement. Et pour moi, c'est une sorte de talisman, en fait. Ouais, c'est ça. Puisque, en fait, la matérialité des faits, quand une femme se dresse contre une situation d'injustice qui lui est infligée, on la traite systématiquement de menteuse, d'affabulatrice, de dingue, qui ferait ça pour l'argent, pour la notoriété, la gloriole, etc. Là, avoir une condamnation, on ne peut plus nier la matérialité des faits, puisqu'une juge a remis une décision, et une décision sévère.
pour ce type de fait. Jamais personne n'a pris 10 mois de prison avec sursis, je crois, pour des faits de harcèlement via les réseaux sociaux, quoi. Donc oui, c'est extrêmement bienfaisant, même s'il va en appel, même s'il gagne son appel, cette décision en première instance, elle est d'une symbolique formidable. D'accord. Donc là, tu as contribué à travailler à cette adaptation des Yeux Rouges avec Véronique Dumont. Donc Véronique Dumont qui met en scène, que j'adore. Oui, que tout le monde aime. C'est oui, incroyable. C'est impossible de ne pas aimer Véronique Dumont. et puis tu as une équipe en or aussi. Hein. Enfin, je veux dire, il y a j'ai été bien servie, Isabelle Defossé, Vincent Lécuyer. Mais donc tu as travaillé à cette adaptation pour le théâtre, donc tu avais fait une autre pièce qui s'appelait Cherche l'amour en 2017. D'ailleurs tu as eu le prix du théâtre, meilleure autrice pour cette pièce. Et puis Les Yeux Rouges, donc c'est disons ta troisième pièce de théâtre, hein, je ne me trompe pas. Ça a quelle place dans tes activités, le théâtre? Parce qu'au départ tu étais plutôt, enfin je veux dire journal, c'était pas spécialement ton domaine. Non, c'était pas spécialement mon domaine, mais c'est une place très chère en fait, parce que j'adore ça, je trouve ça génial. J'adore, je suis une spectatrice assidue de théâtre, j'adore, de plus en plus, c'est mon médium préféré en fait. Ça a longtemps été la littérature, mais puis le cinéma ou même la musique sur scène. Justement dans le cinéma de Baladeur. Mais vraiment le théâtre, c'est là que je vis les émotions les plus fortes. Et donc en tant que spectatrice, j'adore. Et puis en tant qu'autrice, ce qui est génial, c'est de pouvoir aussi travailler avec une équipe, pouvoir ajuster son travail jour après jour en fonction de ce que l'équipe a décidé. C'est voir plein de gens qui en même temps se penchent sur ton texte pour en faire quelque chose de mieux, de plus fort, de différent. C'est fabuleux en fait. C'est une grande chance. Moi, je me sens hyper privilégiée quand j'ai la chance d'écrire pour le théâtre. C'est ce qu'il y a de plus rémunérateur en termes d'émotions positives. Tu as encore des projets d'écriture pour le théâtre? Alors pour l'instant, j'ai rien sur le feu, je crois. Non, c'est vrai. Mais je suis en train de galérer sur un projet de roman. Mais justement, voilà, pour terminer, je voulais savoir c'est quoi ce projet de roman? C'est... J'ai découvert la tombe d'une femme dans mon quartier et sur la tombe il était marqué décapité. Et je fais une enquête pour savoir qui elle était, pourquoi elle s'est retrouvée là et voilà. Oui, mais donc une fois de plus, c'est encore quand même, ça part quand même d'une expérience. Ça part du réel, oui. Je pense que j'ai beaucoup plus de sens de l'observation et peut-être de l'extrapolation que d'imagination. Je n'ai pas énormément d'imagination. J'ai longtemps cru que j'allais donc être cantonnée à parler du périmètre très restreint autour de moi, mais là quand même c'est un livre qui me fait voyager dans l'histoire, dans les années 40 et tout, donc il y a quand même un travail, ça a développé des nouvelles parties de mon cerveau qui étaient jusque-là en sommeil, mais c'est vachement intéressant. Eh ben, super, merci de te balader avec nous sous ce soleil de plomb. J'espère que tu viendras nous dire bonjour au Théâtre Bloquerie, ici, à Baladeur. Et ben, à bientôt. Il y a tous mes parents, il y a toute ma famille, il y a tout le monde qui vient.